Salut à tous et merci de fouiller avec nous la mémoire des peuples. Il s'agit bien évidemment des musées. Leur promotion et valorisation font appel aujourd'hui à l'implication des technologies de l'information et de la communication. Les spécialistes disent en fait que c'est mieux de procéder ainsi. Mais comment ça marche en réalité? Les invités de ce plateau ont accepté nous le dire. Il s'agit de Achille Zohou, il est gestionnaire du patrimoine et paysage culturel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Tometti, fondateur de la plateforme d'information culturelle decatcom.net. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Dans le public, vous allez voir des journalistes culturels ainsi que des spécialistes, je dirais, acteurs, valorisateurs également de musées. Merci d'être là, chers amis. Merci. Alors, nous sommes là avec vous. Commençons déjà par définir ce que c'est qu'un musée. Achille Zohou. Oui, merci pour l'invitation et c'est un plaisir. Alors, parlons d'abord du musée. Je pense que la meilleure définition qui existe aujourd'hui a été donnée par l'ICOM, International Council of Museums. Et c'est une institution en fait, et je veux appuyer un peu sur ce mot-là, institution à but non lucratif. Je voudrais insister un peu là-dessus avant de continuer. Donc, un musée, c'est une institution à but non lucratif qui a pour vocation d'utiliser en fait les ressources historiques, les objets témoins matériels d'une évolution, d'une civilisation, pour en fait les utiliser à des fins d'éducation, à des fins sociales, à des fins de sensibilisation, etc., ou de conduite d'une vision de la société. De la société. Ouais. Donc c'est ça les musées, ce ne sont pas des vieilleries, ce n'est pas des lieux qui doivent garder des vieilleries comme certains pensent à le définir de façon péjorative. Attention, c'est la vieille marmite qui prépare les bonnes sauces. Donc, le musée est aussi garant de ces vieilleries, en fait, pour qu'un jour, si la société devrait revenir à son stade de départ, qu'on ne perde pas la mémoire sur l'existence de ces vieilleries. De ces vieilleries. Voilà, c'est ça. Ça a toujours leur sens. Alors, Emmanuel Tometti, comment se fait alors la promotion et la valorisation des musées aujourd'hui? Quels sont les mécanismes qui existent en la matière? Déjà, merci pour l'invitation. Et merci de m'avoir associé à ce thème. J'espère apporter ma petite contribution. Déjà, ce que nous avons, quand je prends le cas de chez moi au Bénin, ce que nous avons jusque-là, c'est qu'on va vers le musée. Il y a des musées dans des villes, dans nos villes, peut-être pas dans toutes les villes du Bénin, mais quand je prends le cas de Porto-Novo, il y a des musées, à Abomey, il y a des musées. Donc si je veux visiter le musée d'Abomey, il faut que j'aille vers ce musée. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord cette valorisation-là, aller vers. On n'est pas encore arrivé à l'étape, sauf si je me trompe, mais jusqu'aux dernières informations, on n'est pas encore arrivé à l'étape où le musée peut aller vers la population. Vers la population. Parce que si moi j'ai eu la chance, par exemple, dans certains de voyages, quand je dis je suis béninois, on dit « Ah, j'aime bien l'histoire d'Abomey ». Je dis « Ah oui, l'histoire, c'est bien, on a des musées, vous pouvez visiter ». Donc, cette personne qui est intéressée par mon histoire, il est obligé de venir au Bénin avant de s'y rendre à Abomey pour visiter ce musée ou aussi vers les Porto-Novo, ainsi de suite. Et nous, pour régler un peu, au niveau de Decatcom, pour régler un peu ce problème, nous avons initié depuis 2 ans un magazine que nous appelons le vendredi du patrimoine et du tourisme. Oui. On viendra à tout ça, parlant bien sûr de vos initiatives dans un instant, mais quand on parle de mécanismes de promotion ou de valorisation des musées, si je comprends bien, ce qui existe aujourd'hui au Bénin, pour le moment, c'est de drainer, c'est-à-dire de drainer du public vers ces musées. Mais il est toutefois possible que les musées aillent maintenant vers la population. Mais comment est-ce possible? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Aujourd'hui, c'est possible que de ma maison, je puisse m'offrir ce que je veux. Je puisse acheter un téléphone
où je peux me commander à manger, où je peux tout ce que je veux à l'aide du numérique. Et il est important que dans tous les secteurs d'activité, nous mettons cela à profit pour mieux vendre ce que nous avons comme patrimoine, comme ce que nous avons comme valeur. C'est pour ça, moi, je pense que de toute façon, on n'invente pas en le faisant. On peut tricher déjà ceux qui le font, qui mettent l'informatique, c'est-à-dire une plateforme virtuelle ou aussi une application à disposition de la population pour permettre à des personnes qui veulent visiter l'histoire d'un peuple à travers ces canaux d'information, ces canaux de diffusion. Et là, je revenais sur ce que j'énonçais tout à l'heure. Nous, en réfléchissant un peu dans ce domaine, on a créé depuis 2 ans un magazine sur notre plateforme que nous avons appelé le Vendredi du patrimoine et du tourisme. C'est un magazine que nous diffusons rien que les vendredis pour mettre en exergue soit un musée, soit une danse du Bénin, soit une œuvre qui nous appartient et qui fait l'honneur de notre patrie ou de telle ou telle région. Et en le faisant, nous croyons et nous voudrions vraiment que désormais, qu'on n'attend pas. C'est vrai qu'il faut venir vers un pays. Ça apporte de la richesse. Quand je me déplace vers un pays, je participe à l'économie de ce pays. Quand je décide d'aller visiter un musée, je paye le musée pour avoir un guide, pour visiter ce musée, pour comprendre ce qui est dans le musée. Mais on peut faire l'inverse. On peut permettre à quelqu'un de payer de là où il est à travers un système pour qu'il visite comme s'il était dedans. Comme s'il était dans le musée. On va revenir. Alors, Achille-Zon, est-ce qu'avec l'implication des TIC, on n'a pas l'impression d'être loin de ces objets, de ces patrimoines? Est-ce qu'on sent toujours les mêmes vibrations, tout comme si quand on est sur les lieux in situ? Bon, je dirais que c'est 2 réalités différentes. Je crois, peut-être avant d'approfondir un peu sur la question que vous venez de me poser, dire quelque chose. Dans la démarche, c'est vrai, mon prédécesseur ici a dit que le musée n'allait pas vers... oui et non. Oui, non, parce que il y a tout un ensemble de réflexions qui a été mené pour porter le musée vers le public. Comme par exemple les muséobus, tout ça, c'est utiliser les éléments roulants, etc., pour transporter le musée et pouvoir communiquer sur le musée, et donc à partir des images. Donc c'est la toute première forme de l'opération menée par les musées pour aller vers, en fait, le public, aller chercher le public dehors. Oui. Maintenant que les nouvelles technologies sont là, en fait, on a juste utilisé ces outils-là. Et la nuance, c'est qu'il faut faire une nuance fondamentale entre musée numérique et musée virtuel. Et oui, il faut faire une différence fondamentale entre musée numérique et musée virtuel. Oui. Il y a quelle différence? Oui. La réalité, c'est que le musée virtuel, c'est de ça que parle notre ami Tometi. Oui. Ici, c'est-à-dire utiliser la technologie pour concevoir virtuellement le musée, de manière à ce qu'on puisse s'y plonger sans y mettre pied concrètement. C'est-à-dire, on reste dans vous pouvez vous asseoir dans votre fauteuil, d'accord, et vous balader dans un musée. Hein? Dans les dimensions 3D. Vous pouvez être assis dans un espace ou chez vous et vous balader au cœur d'un musée. Donc ça, c'est le musée virtuel. On appareil. Oui, vous avez les lunettes 3D et vous avez aussi peut-être une application ou un truc comme ça et du coup, le truc est conçu pour vous faire voyager comme ça dans un monde virtuel où vous avez en tout cas l'impression du réel, d'accord. Maintenant, il y a le musée numérique. C'est-à-dire que vous êtes dans le musée physique, d'accord, mais un certain nombre
d'utilisation d'outils connectés sont mises en service de la médiation de l'objet au public. Au public. Voilà, donc qui permet de faciliter l'accès, la lecture, de raconter autrement les choses, de jouer. Et comme quoi, il y a peut-être des éléments vidéo dans le musée que vous pouvez suivre, c'est cela aussi? Oui. Est-ce que ça fait partie aussi du musée numérique? Oui, en fait, dans le musée numérique, par exemple, on peut faire usage de tablettes, vous voyez, avec des applications de tables numériques, même des smartphones, donc des téléphones intelligents. Du coup, le visiteur est invité, peut-être à l'aide d'un QR code, à découvrir des informations complémentaires sur une œuvre qui est juste exposée là avec un code, où là, on n'a plus besoin de mettre des pages d'étiquetage ou d'informations. OK. Voilà. Donc là, c'est un premier accès pour un saisissement du numérique, voilà, maintenant à l'intérieur du musée, ou comme il peut avoir un audio guide, c'est-à-dire qu'il a un appareil qui l'autonomise dans le mouvement qu'il va faire à l'intérieur du musée, c'est-à-dire aller d'une collection à une autre. Il va pouvoir se guider à l'intérieur en écoutant une voix, d'accord, en suivant des indications, et il va pouvoir surfer, naviguer avec l'aide de personnes. Voilà. Ou bien il a des éléments interactifs. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que vous pouvez claquer du doigt comme ça et vous avez une réponse à l'écran. Ou, oui, avec les téléphones intelligents, là, vous pouvez, votre GPS peut déclencher des réactions. Au passage d'une sorte de borne interactive qui est créée pour. Donc, c'est les réalités du virtuel qui peut être vécu à l'intérieur, dans le musée numérique. Donc, je reprécise qu'il faut faire une nuance entre le musée numérique et le musée virtuel. Le virtuel, c'est que vous êtes peut-être à la maison chez vous et vous avez l'impression d'être dans ce musée de façon physique. Voilà. Mais l'autre numérique, c'est que vous êtes dedans, mais en matière de diffusion, il y a quand même le multimédia. Vous utilisez le multimédia. Le multimédia, oui, dans la médiation. Dans la médiation, voilà. Mais merci beaucoup à vous pour toutes ces explications. Vous imaginez peut-être qu'on entre au musée d'Abomey et que vous dites à Go, et puis vous entendez la voix du roi Béhanzin, par exemple. C'est bien possible qu'on puisse le faire. C'est bien possible. Oui. C'est bien possible et je pense que c'est même une bonne idée. C'est ça parce que je sais que là, avec le nouveau gouvernement, il y a toute une politique de développement par rapport à nos richesses, à tous ces musées-là. Oui. Et je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas celui qui va interpréter cette voix, puisque de toute façon, on ne peut plus avoir la voix du roi Béhanzin, mais on peut avoir des personnes qui peuvent interpréter cette voix. Et on peut avoir de ces éléments qui peuvent déclencher tout un processus de visite. Et si vous me permettez, je vais rebondir un peu sur le musée virtuel dont parlait Achille tout à l'heure. Je suis totalement d'accord. Mais je pense aussi qu'on peut partir d'une étape à une autre étape. Et je pense aussi que la chose, elle est possible. Et il faut vraiment penser à le faire. Parce qu'aujourd'hui, généralement, on est confronté à quelque chose que moi je qualifie de très grave. Vous allez dans un musée, vous discutez avec un monsieur qui vous raconte, soi-disant connaître l'histoire de ce musée, il vous raconte une histoire, et que vous rencontrez une autre personne qui vous raconte une histoire autour du même objet, mais il n'y a pas de contraste. C'est différent. C'est différent. D'un guide à un autre. L'histoire diffère. Ça arrive presque tout le temps. Par exemple, permettez-moi de prendre le cas d'Abomey. Quand, par exemple, vous allez vers certains musées ou certains sites d'Abomey, ça arrive très fréquent. Donc, il va falloir qu'on numérise les récits. Il faut trouver des personnes. Oui. J'aurais appris que tout récemment, à l'université d'Abomey-Calavi, il y a eu un colloque pour restituer la vraie histoire. J'aurais appris, je ne sais pas. On verra tout ça. Il y a dans le public Teddy Gandibé qui voudrait quand même intervenir dans cet entretien. Vous pouvez y aller. Alors, merci à Siom et merci de m'avoir invité à ce panel.
En réalité, je pense que quand on parle de mécanisme de gestion des musées au Bénin, nous sommes encore à la traîne. Là, il faut le dire ainsi. Parce que d'abord, dans le système, il faut remarquer avec moi qu'il y a une malorganisation du point de vue logistique, d'abord. Parce que c'est vrai, nous avons des musées. C'est vrai, ça, là, on ne va pas le nier. On a des musées qui existent. Mais comment est-ce que ces musées sont gérés? Comment est-ce que le personnel qui gère ces musées sont contrôlés ou, je ne sais pas, managés pour que ces musées soient utilisés à bon escient pour le bien du pays? C'est déjà par là que nous allons commencer avant d'en arriver à ces mécanismes modernes dont parlaient les deux invités tout à l'heure. Alors vous pensez que les musées sont bien gérés au Bénin ou pas? Non. C'est exactement le contraire que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les musées existants, d'abord, sont mal entretenus. Parce que je parle en connaissance de cause. J'ai fait quelques tours, surtout à Porto-Novo. J'ai été dans les musées de Porto-Novo. Je ne vais pas appeler des noms ici pour ne pas faire de mauvaise publicité à quelqu'un, mais j'ai été dans quelques musées, à Porto-Novo surtout et à Abomey, et j'ai vu plein de choses qui ne collent pas du tout à la réalité. Et l'autre chose est que le personnel est mal géré. Parce que c'est quelques plaintes, ne sommes pas bien payés, c'est des histoires comme ça. Et il est temps qu'on finisse maintenant avec ces réalités-là et installer un mécanisme qui pourra permettre à ces musées de prospérer. C'est l'étape là qu'on doit d'abord franchir avant maintenant d'entamer l'étape du numérique. Parce que là où nous sommes à une étape où aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et on ne peut plus reculer. On ne pourra plus faire des marches en arrière, on doit forcément avancer. Et pour avancer, il faut d'abord améliorer ce qui existe avant de pouvoir mettre pied maintenant dans le grand plateau. Alors, votre intervention va nous permettre, ce serait même une transition vers ce reportage que nous allons suivre. Puis nous allons tout simplement à le centre, si vous voulez, pour suivre, pour visiter le musée, le petit musée des RECAD, qui s'inscrit dans une des réalités requises en matière de gestion et de valorisation du patrimoine à travers les musées. Regardez. Les Béninois ont longtemps entendu parler des RECAD utilisés par les rois de Dahomey. Mais aujourd'hui, ils peuvent mieux les connaître en visitant le musée de la RECAD. C'est les mêmes RECAD que le roi Béhanzin, avec lequel il avait gouverné, a gagné beaucoup de guerres et affronté avec ces mêmes RECAD qui sont là. Nous avons les RECAD du roi Kézo, Clélé, Kaïkhessou et les RECAD zomorphes de quelques Amazones qui ont régné au temps de Wessou Akaba. Son nom authentique, c'est Manko. Dans Manko, nous avons deux syllabes. Man, qui veut dire rage, fureur. Po, bâton. Aussi dans cette belle histoire, c'est que c'est unique au monde d'avoir un musée spécialisé sur un objet. Les RECAD ont un sens tellement important pour nous que ça vaut de lui consacrer un seul musée entier. Une initiative conduite par l'artiste Dominique Zimper, fils d'Abomey. Il a bénéficié du soutien d'un antiquaire européen qui a financé la collecte des œuvres et la construction du musée sur un domaine offert par l'État béninois. Il y a un long travail et pendant des années, M. Valois, qui est lui-même un antiquaire, et sa femme Cheska ont été à l'affût de toutes les ventes publiques où les RECAD sont mis en vente. Ils les ont rachetés. Ils ont fait la cour à d'autres collectionneurs qui ont des RECAD, qui auront la bienveillance de les rendre au Bénin, l'ont aussi accepté. Et du fil en aiguille, nous avons au moins réussi à avoir aujourd'hui plus de 50 RECAD de nos rois. Ici, les œuvres qui sont là, on a investi près de millions, 300 millions pour construire et conserver. Après le manger, l'agriculture, pour moi, c'est la culture, l'éducation. Rarement on concède des domaines pour la culture. Et ça aussi, ça a été une longue bataille. Mais heureusement, nous avons eu des mairies, des sages intelligents à Abomey-Calavi, c'est l'occasion de les remercier, qui ont cédé un domaine de 4 hectares pour créer un centre culturel qui nous a permis après d'écrire ce musée. Sinon, on va retrouver le domaine où? Une infrastructure construite selon les normes internationales qui abrite des œuvres venues de Dahomey.
des œuvres qui ont voyagé et traversé des continents et des générations sans perdre de leur authenticité. La France a été le dernier pays à acheter ces recades-là à London, parce que la France a passé au Bénin, dans le temps romain, et reconnaît la valeur de la recade. Ils ont pris dans les matériaux les plus nobles, dans des bois. Mais par exemple, ce recade a plus de 150 ans. Mais le bois n'a pas bougé. La patine demeure. Alors, c'est faute d'intelligence, on ne peut que le respecter. Le musée de la Ricade, un exemple de l'importance du retour au bécail, du patrimoine historique et culturel du Bénin prôné par les gouvernants. Ça nous permet à nous, presque déjà dans le second âge, d'instruire, d'informer, d'éduquer et de former notre progéniture. C'est comme si on nous demande pour les fils d'aujourd'hui, c'est quoi la couleur de votre drapeau du Bénin? Et un enfant du Bénin dit, je ne connais pas la couleur. Mais c'est ça. Un outil de développement libre d'accès à tous et qui permet de répondre à qui doute de la capacité du Bénin à conserver son patrimoine culturel, que c'est possible. Je pense que ce modeste projet de musée, c'est juste une grande bataille qu'on a gagnée, mais on n'a pas gagné la guerre. Voilà, c'est une bataille gagnée, mais on n'a vraiment pas encore gagné la guerre. Est-ce qu'avec le numérique, on pourra effectivement gagner la guerre? On le saura peut-être à la fin, bien sûr, de ce plateau. Mais Achille Zoron, dites-nous votre impression sur le musée des Ricades. Alors, c'est une belle initiative en fait qui vient, en fait qui sort. C'est remarquable parce que l'élément Ricade, c'est un élément de communication. C'est un élément de communication et on peut partir de là pour faire l'histoire de la communication au Bénin. Et du coup, faire une bonne connexion entre ce musée-là et les différents enseignements qu'on peut tirer de l'histoire de la communication. Donc, c'est extrêmement important qu'un tel musée ait vu juste, en fait, de réunir et de mobiliser des collections. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une fierté. C'est une fierté, c'est un plus. Et en plus, c'est sous une gestion privée. Et on voit au moins comment, si la chose est gérée par le privé, comment c'est géré. Et en même temps, si c'est géré par le public aussi, comment c'est. Comment c'est. Ouais, vous voulez dire que comparativement au musée, au Palais d'Abomey par exemple, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison à faire. Non, on ne compare que deux choses comparables. C'est-à-dire que les musées qu'on connaît là, le musée d'Abomey ou le musée de Porto Novo, ce sont des musées de sites. C'est-à-dire, c'est des palais royaux qui ont repris en fait, avec le substrat immatériel de la vie de ces espaces-là, ont repris et réincarnent leur histoire à travers des objets. Okay. C'est tout à fait différent d'une mise en scène d'un espace qui n'a pas le même sens que l'espace des palais royaux. Voilà. Okay. Et qui a été aménagé pour accueillir des objets donnés, destinés, et une mise en scène, parce que l'espace a été conçu pour. Les palais royaux d'Abomey n'étaient pas alors conçus pour cette scénarisation. Et donc, c'est avec le temps qu'on a eu à mettre en œuvre un certain nombre de choses à l'intérieur, dans la muséographie de ce musée-là. Donc, du coup, je pense qu'il ne serait pas tout à fait bien de faire la comparaison. De faire cette comparaison-là, ça c'est à mon avis, de faire cette comparaison. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne demande pas, ce n'est pas un projet, c'est vrai, les rois ont eu leur projet en leur temps, et c'est tellement ce qui a été de mieux en leur temps. En leur temps. Et ça faisait la fierté du moment. Mais nous ne sommes plus à ce temps-là. Nous avons évolué, la mentalité et notre rencontre avec l'autre a fait mûrir aussi notre... Alors, vous pensez qu'il faut donc construire des musées ou moderniser ces palais royaux, le palais royal? Je pense que oui, on peut moderniser en y faisant entrer le numérique. Le numérique ne refuse pas le vieux, en fait. Ah oui, ça c'est parti du vieux pour faire du nouveau. Mais comme aussi on a des nouveaux projets qui vont maintenant
carrément construire des musées et donc mettre en œuvre toutes ces nouveautés donc, du numérique qu'on veut aussi, parce que vous savez qu'on a des musées en création. Et l'un des maîtres d'œuvre au cœur de la scénarisation de ces musées à venir est l'entreprise Les Crayons, et qui va se charger en fait de la scénographie, de l'éclairage, un certain nombre de choses. Et donc, quand on fait un tour dans l'expertise de cette entreprise-là, dans tout ce qu'ils ont pu réaliser, en fait, en réalité, ils sont au milieu de dynamique d'éthique. Oui. Donc, je pense que ce qu'on peut attendre des musées à venir, c'est de nous faire voir plein les yeux. Mais un bémol quand même, c'est qu'il faut souffler l'esprit béninois, l'esprit africain dans cette scénographie. Dans cette scénographie, oui, même s'il faut impliquer... Oui, même si c'est fait ailleurs, conçu ailleurs, avec nos réalités, d'accord, mais dans la scénarisation, dans la scénographie, dans un certain nombre de choses, il faut quand même insuffler, je veux dire, insuffler une identité culturelle du Bénin. Dedans. Mais alors, Emmanuel Tomenty, est-ce possible, c'est-à-dire de faire du numérique, valoriser les musées et en même temps se sentir vraiment béninois dedans? Écoutez, nous avons, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le dessin animé Awa de Yopougon. Dans ce film, vous vous retrouviez. Ce n'est pas parce que nous apportons les NTIC à notre patrimoine que nous n'avons plus d'identité. C'est des personnes qui ont appris à concevoir des logiciels qui sont capables de virtualiser ce que vous leur donnez. Donc nous n'avons rien à perdre, nous n'avons rien à perdre à ce que nous amenons les NTIC vers notre patrimoine. Et permettez-moi de donner mon avis aussi sur le musée des RICAD. Je veux dire deux choses. La première chose, si les privés ou le privé a réussi, c'est que l'État ne peut pas échouer. Parce que, moi, je suis un peu proche de ce centre, je vais très souvent là-bas, et jusque-là, ce centre ne vit que du mécénat venu de ce mécène Bob Valois, dont on a vu la photo tout à l'heure. Oui. Jusque-là, ce centre ne bénéficie pas d'appui du Bénin, quand bien même le musée ne parle que de l'histoire du Bénin. Ce qui voudrait dire que, en cherchant à faire le public, il faut chercher aussi à accompagner le privé qui existe. Et si là, ce musée va rester dans le temps, il faut qu'il continue à le conserver parce que le musée reste climatisé en plein temps pour que les œuvres soient dans de très bonnes conditions. Et moi, je dis souvent, comme j'accompagne l'idée de certaines personnes qui disent que même si on ramène nos œuvres et qu'on les envoie dans nos palais, ça va encore disparaître. C'est vrai. Si, comme le disait Achille Zohon tout à l'heure, si on ne revoit pas la façon de faire, nous allons essayer et nous allons échouer. Il faut forcément que le personnel soit un personnel formé, qualifié. Il faut des moyens qu'il faut, c'est il qui disait ça, voilà, il faut des moyens qu'il faut autour de ça. Et il faut forcément que nous osons, que nous prenions, que nous ayons, que nous allions au-delà de notre audace, parce que c'est possible et que c'est impératif que la génération après notre génération soit fière en disant on nous a laissé cet héritage et cet héritage, elle est accessible non seulement pour nous et pour d'autres générations à venir après eux. Donc la chose, elle est possible et je plaide un peu pour le cas du centre. Voilà. Il faut que les autorités accompagnent cet espace. Merci beaucoup à vous, en tout cas pour ce plaidoyer. On repart dans le public avec
Monsieur Pogodo, Marcel, oui. Oui, merci beaucoup, Axiom, pour m'avoir donné la parole. Et tout d'abord, je voudrais rebondir un peu sur un aspect de l'intervention d'Achille Zohou, qui m'a rappelé une interview que j'avais accordée à Ousmane Aledi sur le sujet de la restitution des biens pillés. Et Ousmane Aledi, dans cette interview, a fait clairement la démarcation entre ce que nous avons à Abomey, à Porto-Novo, que nous appelons musée, et ce qui est réellement un musée. N'ayons pas honte de le dire. Ce que nous avons à Abomey, à Porto-Novo, ce n'est pas des musées. C'est des palais royaux qu'on a reconvertis en un semblant de musée. Donc c'est maintenant que nous voulons avoir des musées. C'est maintenant que le gouvernement, avec ce que le gouvernement entrevoit de mettre en place, c'est maintenant que nous aurons des musées aux normes requises pour accueillir des œuvres, pour l'entretien, pour vraiment mettre en place le processus de fonctionnement idéal pour qu'on ait réellement un musée. Alors, est-ce que ne vous parlons pensez... plus de musées en ce qui concerne les palais, c'est des palais. C'est des palais. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut construire peut-être ces musées dans ces palais-là aujourd'hui? En quoi le communiqué du Conseil des ministres qui avait parlé de cela, il y aura 4 villes, Porto-Novo, Huida, si mes souvenirs sont bons, Abomey et Alada. C'est sûr qu'on trouvera un moyen de rapprocher et les nouveaux musées de ces lieux-là. Mais il faut nettement comprendre que ce ne sont pas des musées que nous avons là. Deuxièmement, c'est que, vous voyez, le reportage que vous avez montré me fait pleurer. Fait pleurer parce que tout ce que vous voyez là, c'est un privé qui en a pris l'initiative. Les RECAD étaient là, se promenaient. On sait quoi en fait quand c'est un privé étranger qui a cherché à acheter ça pour le Bénin, pour venir montrer ça aux Béninois. Pendant ce temps, l'État dormait. Heureusement qu'il y a eu un Blanc, un Français qui, par amour pour le Bénin, est venu acheter ça pour ramener ça aux Béninois. Vous voyez un peu que la bassesse de la mentalité chez nous au Bénin, c'est pas que je veux nous critiquer, excusez-moi. Ce n'est pas que je veux nous critiquer, mais nous avons une mentalité qui n'est pas encore assez mûre pour la gestion des objets culturels, des objets historiques, des objets relatifs au patrimoine. Imaginez maintenant que, tout à l'heure, Tometi plaidait. Non, ce plaidoyer ne marche pas. Ne comptez pas sur l'État pour aller aider le centre. Et j'ai bien peur, moi j'ai vraiment peur, lorsque l'État va mettre en place de vrais musées, j'ai vraiment peur qu'à un moment donné on nous dise il n'y a pas assez de budget pour faire ça au ministère de la Culture, qu'on nous dise non, il faut 120 millions pour chaque année pour entretenir les musées. On ne va pas rester pessimiste là-dessus. Non, ce sont les réalités. On va plutôt faire... Ce n'est pas du pessimisme, c'est-à-dire avec les réalités têtues du Bénin, avec les réalités têtues du Bénin, ne faisons pas de la propagande, ne faisons pas du rêve. Oui. Il vaut mieux crever l'abcès pour que Marcel Pogodo, ce serait bien, ce serait plutôt bien qu'on fasse des propositions que de dire que bon, ça va se passer mal en réalité. Il faut qu'on fasse des propositions. On va mettre un budget de 120 millions par exemple pour le musée d'Abomey. Mais d'abord, les gens vont se battre pour diriger le musée là. Les gens vont s'en torturer pour ça. Maintenant, dès que l'individu vient, on met 20 millions pour tel, lui va dire non. Ça, 20 millions, non, il me faut seulement 5. Et je prends les 15 pour aller construire ma maison, pour m'acheter des terrains. Je nous connais, nous, au Bénin. On va revenir peut-être à vous. Je nous connais au Bénin. En tout cas, on prend ça comme peut-être une manière de mettre le prix à l'étrier, à l'État, à ceux qui seront bien choisis pour pouvoir gérer, bien sûr, ces musées-là. On ne va pas rester pessimiste. On va revenir, bien sûr, en plateau avec les invités principaux, Achille Zohou. Et voilà donc autant de propositions concernant, bien sûr, la construction des musées et les projets en matière de valorisation de notre patrimoine. Il faut les faire revenir. Ici, c'est vrai, on sent réellement la volonté de l'État dans ce sens-là, avec les projets déjà initiés. Comment ça pourra en réalité marcher et avec l'implication d'éthique aujourd'hui? Bien, merci. Permettez-moi rapidement de clarifier deux choses avant de revenir à votre question. Bien évidemment. Quand Marcel dit que les palais royaux, le musée d'Abomey, ce n'est pas un musée, je dirais c'est un musée. Il y a une typologie des musées, d'accord? Peut-être que ce n'est pas dans la perception générale qu'on a du musée. C'est un musée.
Il faut déjà connaître donc dans la typologie des musées l'ensemble ou les critères que peut remplir un musée ou qu'est-ce que c'est un musée. Et donc, j'ai fini avec ça. La construction, vous avez posé la question s'il était possible de construire un nouveau musée à l'intérieur de cet espace-là. Ce palais pas où? Oui. Non. On ne peut pas les faire aujourd'hui, notamment sur ces musées de sites qui sont d'ailleurs protégés par le label qu'on a reçu, UNESCO, il faut en fait garder l'intégrité de ces sites-là. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens pour mettre du pavé à l'intérieur, par exemple. Vous voyez, mais on ne le fait pas parce qu'il y a un ensemble de choses, lorsque vous les faites, ça rentre dans la... Vous dénaturez. Voilà, ça rentre dans la dénaturation de ces sites-là. Or, le label UNESCO protège tous ces critères d'authenticité de site. Bon, pour revenir maintenant à la question que vous m'avez posée. Moi, je dis, on nous a promis de nouveaux musées et nous y croyons fermement. C'est vrai que nous voudrions en fait entendre parler de ces musées-là assez souvent, nous professionnels. Et comme ça, les choses que nous pouvons attendre de ces musées-là, nous allons les dire. Le problème, c'est que on n'est pas plus informé que les capsules qu'on nous montre. Vous voyez? Donc, il faut à un moment donné qu'on ait quand même le retour sur ce qui se fait. Et en tant que personne avertie du domaine, par exemple, les choses auxquelles, vous savez, plus on a de gens, plus les réflexions ou les idées qu'on a peuvent être en fait mises ensemble pour plus de beauté. Et donc, du coup, j'aimerais, s'il y a possibilité, que l'agence qui s'occupe du développement de ces musées-là, de temps à autre, nous parle des étapes d'évolution. Ouais, des étapes d'avancement et d'évolution de ces projets musées. Parce qu'une fois que c'est dit là, pour nous, ça va se faire, ils doivent le faire. Nous attendons. Et ce que nous entendons de ces musées-là, il faut que de temps à autre, en communiquant, nous puissions leur dire non, vous avez dit ceci, mais nous en attendons autre chose. Okay. Donc, il faut qu'il y ait cet effort de communication sur ou le déroulement ou les étapes. On a l'impression qu'il y a quand même un mutisme là-dessus. Et il serait intéressant parce que ce n'est pas bien qu'en tant que professionnel, on soit aussi bleu. Totalement dans ce qui se fait dans notre pays. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait un cadre de communication officiel. Voilà, qui officiellement nous dit, voilà comment le musée, les choses, la technologie. Parce qu'en réalité, il ne nous reste plus que 3 ans dans les 5 ans de la première chose là. Et du coup, on n'a que 3 ans pour sortir ces musées-là de terre. Bon, ce qui peut se passer après, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais on produit, en marketing, on produit est vendu avant d'être conçu et réalisé. Donc, communiquer sur ça, c'est vendre le produit avant réalisation. Et ce devoir est capital. Il faut le faire, ouais. Merci beaucoup à vous. Oui, Emmanuel Tometti. On parle bien sûr des prochains musées au Bénin. L'éthique obligatoire pour vous? Déjà, ça ne servirait à rien de refaire, de construire des musées comme ce qu'on avait dans le passé. Ça ne servirait à rien. Et ce que nous proposons, c'est ce qui se fait sous d'autres cieux. Et je pense que si les autres ont pensé, c'est parce qu'ils ont vu que c'est important, qu'il faut associer le multimédia au patrimoine. Et je ne sais pas, je ne pourrais pas décrire très exactement ce que le gouvernement a prévu en matière de modernité de ces musées qui seront érigés d'ici là. Mais ce serait bien quand même Ce serait très capital, puisque je pense déjà, si déjà au sein du gouvernement on a un ministère du numérique, c'est important de penser. Et aujourd'hui, il y a plusieurs start-up au sein ou autour de ce régime qui s'investissent beaucoup dans le multimédia.
Et je pense comme ça aux start-up de Semen. City. Semen City. Voilà. Ils font un travail extraordinaire. Et on je peut pense donc que les impliquer dans ce concept. C'est pas qu'on peut, il faut absolument. S'ils n'ont pas pensé et qu'on en parle, il faut que ça les amène à réfléchir et à repenser la chose. Moi, je me permets de croire. Je me permets de croire que ce projet promis par le gouvernement sera réalisé. Mais il ne faudrait pas le faire parce qu'il faut le faire. Non, il ne faudrait pas le faire parce qu'il faut le faire. Il faut le faire pour que le Béninois que je suis, pour avoir vu, comme certains ailleurs, comment ça se passe, que je dis oui, chez moi, c'est aussi possible. Je vais finir ça en disant, je reviens sur ma plaidoirie pour le centre. Je dis, il y a, il y a le devoir qui incombe l'État, il y a le devoir qui incombe aux citoyens que nous sommes. Oui. Si un citoyen prend l'initiative de s'investir sur le champ où l'État devrait agir, il revient à l'État sans qu'on ne lui demande de s'impliquer pour que ça marche. Ce serait une honte. Je dis bien, ce serait une honte pour nous, Béninois, si un jour on apprenait que le centre ou le musée de la RICAD ne peuvent plus continuer parce qu'ils ont un souci de fonctionnement. Parce qu'ils ont essayé. Ce n'est pas l'État qui a payé le mécène, ce n'est pas l'État qui a demandé au mécène. L'État a fait quand même le domaine pour que cela puisse être installé. Ça montre également aussi la volonté de l'État dans ce sens. Excusez-moi, M. Assioum. Oui, l'État a donné la terre. Ce n'est pas suffisant. D'accord. Ce n'est pas suffisant. Je pense que ça se fera davantage. Alors, on revient à Teddy Ganibé avant maintenant d'aborder le thème de cette année qui même nous a inspiré à parler bien sûr de l'implication d'éthique dans la valorisation des musées. Oui, allez-y. Bien sûr, je veux effectivement parler de la valorisation de ces musées et je veux surtout parler des musées de sites qui sont nos palais royaux abandonnés par nos rois et qui aujourd'hui font office de musée. Je veux dire dans ce sens que on peut bel et bien moderniser ces sites-là. Il faut une volonté politique pour le faire. Et je pense aussi que pour ces sites, on doit d'ailleurs investir suffisamment d'argent, parce que si c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Si je prends par exemple le palais impérial de la Chine, l'aspect que cela présentait il y a des années en arrière, c'est pas le même aspect que cela présente aujourd'hui. Non, il y a des artistes qui ont été impliqués pour remodeler un certain nombre de choses. Et je pense que la chose est possible aussi ici, pour qu'on puisse donner un aspect plus attrayant à ces espaces-là, histoire de créer ou de susciter, nous sommes d'accord, l'adhésion des touristes et tous ceux-là qui auront voulu rendre visite au Bénin pour aller visiter ces endroits-là. Voilà. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est ceci, les centres privés qui sont aujourd'hui dans la dynamique de promouvoir le patrimoine. Je pense aussi que l'État, dans ce sens, peut aussi faire quelque chose. L'État doit également, il doit y avoir un partenariat public-privé pour permettre d'alléger d'abord la tâche à l'État, parce que l'État à lui seul ne pourra pas tout gérer. La gestion des musées ne peut pas revenir uniquement à l'État, sinon enfin, on risque d'avoir un État essoufflé devant un projet inachevé. Et donc, je pense que l'État doit pouvoir créer ce partenariat public-privé, histoire de se donner du souffle et de donner du souffle aussi au privé pour pouvoir faire de ce patrimoine une richesse pour le pays. Merci. Alors, le monde entier a choisi cette année comme thème pour célébrer la journée internationale des musées, les musées hyper connectés, on en parle déjà. Nouvelle approche, nouveau public. Et moi, c'est le public béninois qui m'intéresse. Le public béninois, avec l'implication d'éthique dans les prochains musées, c'est ce que nous souhaitons en réalité. Vous pensez que c'est en phase avec ce public-là, béninois? Oui et non. C'est tout à fait en phase avec la jeunesse, toute la couche alphabétisée, scolarisée, mais c'est en déphasage avec toute la population d'analphabètes, des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Okay. Voilà. Et la question...
comment faire pour que ça marche? Justement, c'est ça. J'attire l'attention là-dessus, c'est justement pour que cette grande majorité de la population soit intégrée dans les nouveaux concepts qu'on est en train de développer. Comment? Parce qu'il ne faut pas juste faire un truc pour les intellectuels. C'est-à-dire, même les musées à venir. Hein? Si je suis Yoruba, si je suis Dindi, comment est-ce que je peux aller au musée et me sentir à l'aise dans ma langue, visiter, voir les choses, hein? Okay. Sans qu'on soit obligé de me parler la langue de Akowé, là que je parle. Voilà. Et donc, comme quoi, on peut avoir donc des éléments audio dans différentes langues du Bénin. Absolument. Voilà. Si je vais parler en termes d'attente. Vous voyez, ma frustration, c'est que je ne sais pas ce qui se prépare. C'est ça ma frustration. Bon, maintenant, j'en parle comme attente. Ce que la population peut attendre des musées à venir, c'est ça. C'est qu'on puisse, dans l'introduction des nouvelles technologies là, au cœur de la vie des musées, donc de la médiation de l'objet du musée, qu'on puisse penser à cette couche de la population qui est analphabète. Et que les différents outils de médiation qu'on va proposer pour ce public-là, pour les publics de Akowé, que nous sommes là, puissent être également proposés pour des publics qui ne sont pas alphabétisés. Je vais te demander à Emmanuel Tometti si c'est bien possible d'intéresser vraiment la grande partie de notre population contrairement à Chile, avec l'éthique. Contrairement à Chile, je ne dirais pas oui et non. Je dirais tout simplement oui. Oui. La dernière fois, j'ai été surpris de voir sur Google Play Store une application qui me permet d'avoir des informations sur la constitution du Bénin enfant. J'ai été séduit quand j'ai vu ça. C'est possible. C'est totalement possible que nous ayons... La dernière fois, moi, j'ai été choqué. J'avais eu crevaison. J'étais allé chez le veganisateur. Le mec qui ne pourra pas s'exprimer en français était sur Android. Ah oui. Il avait son Android. Il écoutait des audios sur WhatsApp. Il envoyait des audios. Donc, dans sa langue. Dans sa langue, voilà. Oui, dans sa langue. Donc aujourd'hui, je reste convaincu qu'au niveau d'éthique, il n'y a plus de Akowé, il n'y a plus de non-Akowé. C'est vrai que le fait que nous maîtrisions la langue de Molière nous facilite un peu plus la tâche que celui ou celle qui ne le maîtrise pas. Mais aujourd'hui, si le thème de cette année est le musée connecté, mais ils doivent avoir l'obligation absolue de se dire, OK, quelles sont les langues les plus parlées du Bénin? Parce qu'un projet n'est pas fait forcément pour être réalisé du jour au lendemain. Ça peut perdurer dans le temps. On peut faire des choses et s'améliorer avec le temps. On peut se dire, OK, nous voulons lancer ces musées, je ne sais pas, je dis de n'importe quoi, en 2020. Nous voudrions que dans ces musées qui seront disponibles, qu'il y ait au minimum 5 langues les plus parlées sur le territoire béninois. Voilà. Quand je rentre dans ce musée, aujourd'hui, vous savez, l'Internet a tellement pris du pas sur le développement que tout est vraiment possible. Au lieu que je rencontre un mec dans un musée qui ne soit pas ou qui n'ait pas toute l'information qu'il faut pour me raconter la vraie histoire, on peut trouver des personnes ressources qui peuvent enregistrer ces voix pour que je l'écoute quand je suis dans un musée. Si aujourd'hui les gens sont arrivés à créer, excusez-moi, je sors un peu du cadre, si les gens sont arrivés à créer une boîte de nuit où je rentre, chacun a son écouteur. Tout le monde rentre dans la boîte de nuit, chacun a son écouteur, chacun écoute ce qu'il veut. Donc de façon générale, tout est silencieux, mais dans tes oreilles, tu as ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc dans ce musée, j'ai la possibilité d'écouter ma langue. Moi, je suis du mono. Chez moi, on parle du popo. Si je vais visiter le musée et que je ne comprends que le popo, je dois avoir la possibilité d'avoir un casque et en me promenant avec la technologie, qu'on m'explique ce qui se passe dans ce musée dans ma langue. C'est possible. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Tometti, pour ce déveaulement. Achille Zohou. Oui, j'aimerais rapidement dire une chose. Je suis d'accord avec ce que Emmanuel dit, mais aussi bien lui que moi ne savons pas ce qui se fait dans le secret des dieux. Je suis d'accord. C'est pour ça que nous évoquons le sujet. C'est une tribu de proposition. C'est ce que nous attendons. Vous voyez, ça fait une partie d'attente. Donc tu fais bien de le dire
comme possibilité possible Voilà. de la chose qu'on va nous proposer ou des scénographies qu'on va nous proposer dans le monde du musée à venir. Dans le monde du musée à venir. Ouais, au Bénin. Merci beaucoup à vous. Merci également au chef public pour avoir fait le déplacement ainsi que pour vos différentes interventions. Je vais placer un mot. Il ne faut pas aussi construire ces musées en écartant les artistes béninois. Parce que ce qui fait aussi la particularité du musée de la RICAD, du centre, c'est que dans le même musée où vous avez les RICAD de nos rois, vous avez des RICAD contemporains que des artistes béninois ont créé et sont disponibles dans ces musées. Donc il ne faut pas les écarter. Merci, Achille Zorou, pour finir. Oui, pour finir, j'appuie fortement ce qu'il dit, parce qu'en réalité, vous voyez, dans ce fonctionnement du nouveau musée qu'on nous projette, voilà les métiers en fait. Au-delà, on aura l'architecture, du design, du graphisme, les éclairagistes, producteurs, direction technique, musiciens, philosophes, maquettistes, peintres, sténographes, sculpteurs. Quel sera le pourcentage de Béninois qui vont rester au cœur de la réalisation, de la mise en œuvre dans chacun de ces domaines-là? Là, je mets un point d'interrogation. Lorsqu'on va proposer quelque chose, il faut tenir vraiment compte de ce pourcentage de Béninois dans ces différentes choses pour que le produit final qu'on va nous proposer soit vraiment quelque chose qu'on puisse marcher allègrement, sans constipation. Merci beaucoup à vous, Achille Zorou. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de patrimoine et paysages culturels. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Emmanuel Tometti, fondateur de la plateforme Decatcom.net. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci, cher public. Merci de nous avoir suivis. On comprend tout simplement qu'en matière de promotion et de valorisation des musées, avec l'éthique, c'est sans limite en réalité. À très bientôt.